Sous une ville tranquille en Iran, il existe des tunnels construits pour une raison précise, sauver toute la communauté en cas d'arrivée d'un ennemi. Voici la ville souterraine de Nushabad, également appelée Ouyi. Elle se trouve près de Kashan dans la province d'Ispahan. En surface, on ne voit que des maisons ordinaires et des rues étroites. Mais en dessous, il y a des pièces interconnectées, des puits, des escaliers, des conduits de ventilation et des passages étroits. Selon le site officiel du tourisme iranien, le complexe souterrain comporte 3 niveaux et il a été construit à des fins militaires et défensives. Ces différentes parties se trouvent à environ 4 à 18 mètres sous terre. On pense que sa construction a commencé pendant la période sassanide, il y a plus de 1500 ans. Il a continué à être utilisé et agrandi aux époques suivantes, surtout lors des invasions et des guerres. Il existe des preuves qu'il a également servi de refuge pendant l'invasion mongole. En réalité, ce n'était pas une ville permanente habitée quotidiennement par des milliers de personnes. Au lieu de cela, c'était un grand abri d'urgence lorsque des ennemis étaient aperçus au loin. Les habitants pouvaient entrer par des entrées secrètes situées dans des maisons, des mosquées, des puits et d'autres parties de la ville. Après être entrés, ils fermèrent et couvrirent l'entrée pour qu'elle ne soit pas visible par les ennemis. Les tunnels étaient délibérément étroits et sinueux. À certains endroits, il fallait se pencher pour passer. À cause de cela, il était difficile pour l'ennemi de courir, d'utiliser des armes longues ou d'entrer en grand nombre. Les habitants connaissaient parfaitement chaque tournant. Il y avait des trous et des passages soudains dans certains couloirs qui pouvaient ralentir quiconque n'était pas familier avec l'endroit. Chaque pièce n'avait pas non plus la même fonction. Il y avait des endroits pour dormir temporairement, stocker de la nourriture, stocker de l'eau, où les familles pouvaient s'asseoir en attendant que le danger en surface passe. Il y avait aussi des niches dans les murs où l'on plaçait des lampes à huile et de petits objets. Mais la partie la plus importante, c'était l'air. Quand beaucoup de gens s'entassent sous terre, l'air frais s'épuise rapidement. La fumée des lampes peut aussi s'accumuler. C'est pourquoi les constructeurs ont créé des puits verticaux reliés à différents niveaux. L'air passe par ici depuis la surface. Les puits et les passages interconnectés aident également à faire parvenir l'air jusqu'aux pièces les plus profondes. Le complexe possède également son propre système d'approvisionnement en eau. En 2019, la découverte d'un ancien réseau d'approvisionnement en eau à l'intérieur de Nushabad a été rapportée. C'est important car les gens pouvaient rester sous terre pendant plusieurs jours en attendant que le danger disparaisse. Le sol de la région est solide et permet de creuser des chambres et des tunnels, mais chaque excavation devait être faite avec précaution. Si trop de terre était enlevée, le plafond pouvait s'effondrer. C'est pourquoi il laissait drousser des murs et des supports épais entre les pièces. Le complexe entier n'a pas non plus été construit en une seule fois. Il a commencé par de plus petites cachettes. Au fil des générations, des tunnels, des pièces, des puits et des entrées secrètes ont été ajoutés. C'est ainsi qu'un vaste abri a été créé juste sous les maisons. En surface, l'ennemi pouvait envahir et occuper la ville. Sous terre, un monde à part n'était connu que des habitants. Pas de grandes portes ni de hauts murs. Leur défense la plus puissante était une ville invisible. Même si les gens étaient cachés sous terre, il y avait 2 choses qu'ils ne pouvaient pas supporter longtemps. Le manque d'air et d'eau. Voilà pourquoi ils n'ont pas juste construit des pièces séparées à Nushabad. Tunnels, conduits d'aération, escaliers et canaux sont tous reliés, permettant à l'air d'atteindre toutes les zones de l'abri souterrain. Les constructeurs ont creusé de longs puits verticaux depuis la surface jusqu'au tunnel. Lorsque la température et la pression de l'air diffèrent entre la surface et le sous-sol, l'air circule naturellement à l'intérieur des passages. L'air chaud et vicié s'échappe tandis que de l'air frais entre. C'est comme un système de ventilation naturelle qui ne nécessite même pas d'électricité. Le sol aide aussi beaucoup à maintenir la température. En surface, il peut faire très chaud pendant la journée et froid la nuit ou en hiver. Mais sous terre, la température change beaucoup plus lentement. Le niveau de la mer n'est pas directement exposé au soleil. L'air froid de l'extérieur ne pénètre pas non plus immédiatement. C'est pourquoi l'abri est plus frais lorsque la chaleur est intense à la surface et il est mieux protégé lorsqu'il fait froid. C'est important car les familles peuvent rester sous terre pendant plusieurs jours tant qu'il y a un danger dans leur ville. Mais l'air seul ne suffit pas. Ils ont aussi besoin d'eau difficile à repérer ou contrôler par l'ennemi. Depuis longtemps, les Perses utilisent le Qanat, un système d'eau souterrain qui amène l'eau des zones plus élevées vers des zones habitées arides. Les tunnels du Qanat sont légèrement inclinés vers le bas.
Ainsi, l'eau s'écoule naturellement grâce à la gravité. Il n'y a pas besoin de pompe ou de machines modernes. À la surface, on ne voit que des petites ouvertures alignées, utilisées pour creuser, nettoyer et réparer le tunnel. Selon l'UNESCO, le Qanat a joué un rôle majeur dans la création et la survie des communautés dans les régions arides de l'Iran. Il a fourni de l'eau pour les foyers, les cultures et les établissements humains pendant des milliers d'années. Des canaux d'eau et des puits ont également été découverts à Nushabad. En 2019, la découverte d'un système d'approvisionnement en eau plus ancien dans le complexe souterrain a été rapportée. De cette façon, les habitants n'avaient pas besoin de sortir simplement pour aller chercher de l'eau lorsqu'il y avait des ennemis à la surface. Ils pouvaient donc stocker l'eau dans des récipients et en puiser à partir des puits ou des canaux connectés en dessous. C'était extrêmement important dans un abri d'urgence. C'est pourquoi les gens peuvent supporter la faim pendant quelques heures. Mais sans eau, le corps s'affaiblit rapidement. Surtout lorsqu'il y a beaucoup de personnes entassées dans un endroit chaud et fermé. C'est pourquoi l'eau est l'une des premières choses à protéger. Il y a aussi des canaux qui aident à l'écoulement de l'eau et à éviter son accumulation dans les pièces. Lorsque l'abri souterrain est inondé, certaines parties du sol peuvent se ramollir. Les passages peuvent être endommagés et l'intérieur peut devenir dangereux. C'est pourquoi il faut éloigner l'excès d'eau des endroits utilisés par les gens. Dans les pièces elles-mêmes, la vie est simple. Il y a de petites niches dans les murs pour les lampes à huile, les ustensiles et la nourriture. Les lampes fournissent la lumière dans les tunnels sombres. Mais il faut que le feu reste faible car il consomme de l'oxygène et produit de la fumée. C'est pourquoi le conduit d'aération en surface et une bonne circulation de l'air dans les tunnels sont essentiels. Les pièces teintées sont aussi plus fraîches que la surface. Ainsi, certains aliments se conservent plus longtemps. Les familles les peuvent apporter du pain, des céréales, des dattes, des noix et de la viande séchée. Et d'autres aliments qui ne se gâtent pas vite. Il est plus pratique d'apporter des aliments à consommer sans longue cuisson. Quand il y a trop de feu, il faut évacuer plus de fumée. Cela peut aussi ajouter de la chaleur dans une pièce déjà étroite. La vie sous terre n'est pas confortable. Il n'y a pas de lumière du soleil. L'espace est limité. Le sol est froid et dur. Et quand beaucoup de personnes sont réunies, l'endroit se salit rapidement. C'est pourquoi il est nécessaire de bien séparer l'eau, la nourriture, les couchages et l'endroit où l'on jette les déchets. Il n'y a pas de preuve solide qu'il y avait un système d'égout moderne à Nushabad, mais les habitants devaient en avoir un moyen d'éloigner les déchets de l'eau potable et des habitations. Ils pouvaient utiliser une fosse séparée, un récipient ou des parties plus éloignées du tunnel. Sous terre, on ne lutte pas seulement contre la faim ou la soif. La peur est encore plus difficile à affronter. Pendant que les familles se cachaient, il est possible qu'elles entendaient les pas, les chevaux, les cris et les mouvements des ennemis au-dessus d'eux. Tout le monde devait rester silencieux. Un fort cri, un hurlement ou un bruit provenant du tunnel pouvait atteindre l'entrée, le puits ou la cheminée d'aération. C'est pourquoi la discipline était essentielle. Les enfants et les personnes âgées pouvaient d'abord être emmenés dans une pièce plus profonde. Ceux qui étaient capables de se battre pouvaient rester près des passages et des entrées. Toutes les entrées n'étaient pas non plus placées au même endroit. Certaines entrées étaient reliées à des maisons et à d'autres parties importantes de l'agglomération. Il y avait aussi des passages accessibles depuis les puits et les espaces publics. En cas de danger imminent, les résidents pouvaient entrer par l'entrée la plus proche. Il n'était plus nécessaire que toute la ville se rassemble à une seule porte où ils pouvaient facilement être repérés ou bloqués. Une fois entrés, ils pouvaient dissimuler l'ouverture avec bois, terre, pierre ou objets domestiques. Pour l'ennemi, ils ne voyaient qu'une maison ou un puits ordinaire. En dessous, des centaines de personnes pouvaient passer vers la partie la plus sûre de l'abri. Il y avait des tunnels étroits et courbés qui faisaient également partie de la défense. Lorsqu'un ennemi passait, il ne pouvait pas voir immédiatement ce qui se trouvait derrière le prochain virage. Il ne pouvait pas non plus courir rapidement car il devait se pencher et avancer lentement. À certains endroits, il y avait des fosses profondes qui pouvaient être recouvertes pour piéger ceux qui ne connaissaient pas le chemin. Cependant, le Nushabad n'a pas été utilisé qu'à une seule époque. Les premières parties datent de la période sassanide. Ensuite, il a continué à être amélioré et agrandi au fur et à mesure que les dirigeants et les ennemis de l'Iran changeaient. Chaque nouveau danger a donné une raison d'ajouter des tunnels, d'approfondir les chambres et de renforcer les passages. Mais il n'y a aucune preuve claire que toute la ville s'est cachée ici lors de la conquête arabe au 7e siècle. Il n'y a pas non plus de récit concernant des soldats marchant dans les maisons vides, pendant que tous les habitants étaient un temps dessous. Il est certain que le complexe souterrain a été construit comme un refuge sûr en cas d'attaque. L'emplacement de Nushabad a contribué à son développement. Il se trouvait près des anciennes routes empruntées par les commerçants, les voyageurs, les soldats et les envahisseurs.
Lorsqu'il y avait une guerre dans la région, les petites communautés étaient facilement touchées. Leur nourriture et leurs animaux pouvaient être volés. Leurs maisons pouvaient être incendiées. Et ils pouvaient être capturés ou tués. Les habitants qui ne pouvaient pas s'échapper immédiatement. C'est pourquoi il était important que l'abri souterrain soit toujours prêt. Ce ne sont pas seulement les gens qui étaient amenés sous terre. Il fallait aussi cacher la nourriture, l'eau, les objets de valeur et certains outils nécessaires pour pouvoir recommencer après l'attaque. Dans les parties qui ont été fouillées, on a trouvé de la poterie et d'autres objets provenant de différentes époques. Cela montre que le complexe n'a pas été utilisé une seule fois. De nombreuses générations sont revenues ici. Elles ont réparé les anciennes parties et créé de nouveaux passages. Au fil du temps, l'apparence de l'abri souterrain a aussi changé. Certains tunnels ont été fermés. Certains murs ont été renforcés. Certains passages ont été élargis pour permettre aux familles d'entrer plus facilement. Certaines entrées ont été déplacées ou cachées dans de nouvelles maisons. Il n'est pas nécessaire d'avoir une carte complète pour s'en servir. Chaque famille peut connaître une entrée près de chez elle. À partir de là, ils suivront l'itinéraire familial vers une pièce plus profonde. La connaissance du chemin peut être transmise aux enfants dès leur plus jeune âge. Ils doivent savoir où entrer, où tourner et où s'arrêter en cas de danger. Une telle préparation était essentielle lors des invasions mongoles en Iran au XIIIe siècle. L'armée mongole a détruit de nombreuses villes et tué un grand nombre de personnes lors de leur invasion. Pendant cette période, les abris cachés sont devenus extrêmement importants. Il existe des rapports selon lesquels Nushabad a été utilisé comme refuge à l'époque des Mongols. Mais on ne sait pas combien de personnes s'y sont cachées, ni combien de temps elles y sont restées. On ignore s'il y a eu des combats directs dans les tunnels. Il n'était pas nécessaire que les gens y vivent des mois entiers. Le but était de survivre à la partie la plus dangereuse de l'attaque. Si l'ennemi ne faisait que passer rapidement, quelques jours pouvaient en suffire. S'ils restaient en ville, les habitants devaient aussi attendre plus longtemps sous terre. Une fois que c'était sûr, ils sortaient en lentement. Pour constater les dégâts, certaines maisons pouvaient être détruites. Leurs animaux et leurs récoltes pouvaient avoir disparu. Mais les gens étaient encore en vie pour reconstruire leur communauté. C'est là que Nushabad s'est avéré efficace. Nushabad ne pouvait pas empêcher une grande armée de conquérir la surface. Ce que cela a sauvé, ce sont les gens qui composent la ville. Tant que les familles sont en vie, elles ont la possibilité de recommencer. Le complexe souterrain a continué d'être utilisé pendant longtemps. Certaines sources affirment qu'il a été utilisé jusqu'à la période Kadjar. Mais avec le temps, le besoin de ce lieu a diminué. Le type de guerre a changé. Les routes et les établissements ont évolué. Et il est devenu de plus en plus difficile d'entretenir ce vaste réseau souterrain. Si les conduits de ventilation ne sont pas nettoyés, ils peuvent se remplir de poussière, de terre et de déchets. Si l'entrée est négligée, elle peut être ensevelie. Si une partie du plafond est endommagée, tout le tunnel peut se fermer. Et si de l'eau s'infiltre, la boue peut l'entraîner vers les pièces inférieures. La région est sèche presque toute l'année, mais il peut quand même y avoir de fortes pluies soudaines. Lorsque le sol dur et sec n'absorbe pas immédiatement l'eau, celle-ci s'écoule rapidement vers les zones plus basses. Elle peut alors pénétrer dans les anciens puits, les excavations et les puits ouverts. L'eau entraîne avec elle du sable, de la boue, des pierres et des déchets provenant de la surface. Lorsque cela se produit à plusieurs reprises, les passages se bouchent progressivement. Il y a des tunnels qui deviennent trop dangereux pour y entrer. Certaines chambres manquent d'air suffisant. Et il y a des entrées qui disparaissent complètement sous de nouveaux bâtiments. Les gens n'ont pas non plus oublié tout le complexe souterrain en même temps. Il est plus probable que la connaissance à ce sujet ait disparu progressivement. Lorsqu'une entrée n'est plus utilisée, on n'en transmet plus l'existence à la génération suivante. Lorsque la maison où elle se trouve est détruite, le passage peut être recouvert. Lorsqu'une nouvelle maison est construite ici, l'ancienne ouverture peut être fermée sans que le nouveau propriétaire ne sache où elle mène. Pendant de nombreuses années, l'ancienne connaissance essentielle à la survie s'est réduite à de simples récits. Il y a probablement des résidents qui savent qu'il y a d'anciennes pièces sous certaines maisons, mais ils ne savent pas à quel point ces pièces sont connectées entre elles. Pour certains, il ne s'agit que d'un sous-sol ordinaire, d'un vieux puits ou d'un petit espace de stockage en dessous. Ils ne s'attendent pas à ce que tout cela soit en fait relié à un réseau beaucoup plus vaste. Ainsi, lors de la redécouverte des tunnels au début des années 2000, Nushabad n'était pas un site nouveau. La vraie découverte portait sur la taille et l'interconnexion des passages souterrains. Les récits diffèrent quant à l'année exacte de la découverte. Certaines sources affirment que cela a été découvert en 2002, 2004 ou 2006 lorsqu'un habitant creusait un puits
ou un fossé d'égout. Ce qui est clair, c'est qu'un résident local a accidentellement ouvert une partie du complexe souterrain en creusant sur sa propriété. À partir de là, une fouille archéologique plus organisée a commencé. Au cours des premières saisons de fouilles, environ 500 mètres carrés du complexe ont été dégagés et étudiés. On a découvert des niveaux superposés, des escaliers étroits, des angles morts, des passages défensifs et des pierres utilisées pour bloquer certains passages. Les fouilles ont également révélé que de nombreuses parties restent cachées sous la ville moderne. Il est difficile de l'excaver entièrement car il y a des maisons, des routes, des mosquées et d'autres bâtiments au-dessus. On ne peut pas simplement enlever la terre sans précaution. Les fondations des maisons pourraient s'affaiblir. Le tunnel pourrait aussi s'effondrer et blesser des personnes à la surface. C'est pourquoi l'exploration se fait lentement et de manière contrôlée. Chaque nouvelle section doit être nettoyée, mesurée, renforcée et vérifiée pour la sécurité avant d'être ouverte. Certains passages sont inaccessibles car bloqués ou effondrés, ce qui signifie que la ville souterraine de Nusiabad n'a pas encore été totalement découverte. La partie ouverte aujourd'hui n'est qu'une petite portion par rapport à l'étendue possible du réseau sous la ville, et à mesure que les recherches se poursuivent, la véritable valeur de cet endroit devient de plus en plus claire. Ce n'est pas une civilisation secrète séparée des gens qui vivent à la surface. Ce n'est pas non plus une ville permanente avec sa propre population ayant vécu dans l'obscurité pendant de nombreux siècles. C'est un vaste système de survie connecté à la véritable ville, quand la vie à la surface est encore paisible et normale. C'est là que les habitants travaillent, font des affaires, cuisinent et élèvent leur famille. Mais lorsque le danger arrive, il y a une deuxième Nusiabad qui attend sous leurs pieds. Au fil du temps, Nusiabad n'a plus eu besoin du même niveau de préparation. Les attaques dans la région ont diminué, la façon de faire la guerre a changé. La ville moderne s'est également étendue au-dessus. Comme les tunnels n'étaient en plus souvent utilisés, ils ont été peu à peu oubliés. Et faute d'entretien, certaines entrées ont été recouvertes de terre et de déchets. Certains passages se sont effondrés, d'autres ont été fermés lors de la construction de nouvelles maisons, routes et bâtiments. Les anciennes connexions entre les pièces sont également tombées dans l'oubli. Il se peut que certaines familles sachent qu'il y a une vieille cave ou un tunnel sous leur maison, mais elles ne savent plus que cela faisait en réalité partie d'un réseau souterrain beaucoup plus vaste. Il n'y a pas assez de preuves que la sécheresse extrême soit la raison principale de l'oubli du lieu. Ce qui s'est passé est plus simple. Lorsqu'une chose n'est plus utilisée, elle n'est plus entretenue. Quand les dernières personnes qui connaissaient le lieu et les chemins disparaissent, le savoir sur la façon de les utiliser disparaît aussi. Après de nombreuses générations, l'ancien abri d'urgence n'est plus qu'une histoire floue. Le tunnel de Nusiabad a été rouvert au début des années 2000, lorsqu'un résident a accidentellement découvert une partie du tunnel en creusant sur sa propriété. Les rapports diffèrent quant à l'année exacte et à la manière dont la découverte a eu lieu. Mais depuis lors, des fouilles et des études plus approfondies du complexe souterrain ont commencé. C'est là que les chercheurs ont découvert qu'il n'y avait pas qu'une seule pièce en dessous. De nombreux tunnels et chambres sont interconnectés. 3 niveaux ont été découverts, situés à environ 3 à 18 mètres sous la ville moderne, mais l'ensemble du réseau n'a pas encore été entièrement fouillé. De nombreuses parties sont obstruées par de la terre, de la boue et des pierres. Certaines sont juste sous des maisons et bâtiments publics. Il est dangereux de creuser sans précaution. Si un mur de soutien est endommagé, le plafond peut s'effondrer. Les fondations des bâtiments situés au-dessus pourraient également être affectées. C'est pourquoi chaque partie doit être nettoyée avec précaution. On mesure d'abord la pièce, on vérifie s'il y a des fissures et on renforce les parties fragiles avec des supports. Les chercheurs ne sont autorisés à entrer qu'à ce moment. Cela ne prouve pas non plus l'existence d'un niveau plus profond, même si des tunnels restent fermés. Il pourrait y avoir une pièce ou un passage vers une autre partie de la ville, mais il faut d'abord vérifier avant d'affirmer que cela appartient vraiment au complexe. Il faut également voir ainsi la raison de la construction de Nusiabad. Inutile d'évoquer une catastrophe mondiale mystérieuse pour expliquer sa taille. Il n'y a aucune preuve que cela ait été construit comme protection contre une chaleur solaire extrême, une tempête de sable mortelle, une attaque biologique ou une apocalypse d'autrefois. Ce n'était pas non plus construit comme centre de quarantaine contre les maladies circulant sur la route de la soie. Son utilisation la plus évidente était la défense. Pendant des siècles, l'Iran central a connu des raids, des guerres et des changements de dirigeants. Les maisons ordinaires et les murs bas étaient facilement franchis par des forces plus importantes. C'est pourquoi les habitants ont créé un endroit difficile à repérer. La profondeur de Nusiabad n'est pas excessive pour cet objectif.
Plus la pièce est profonde, plus il est difficile d'entendre le bruit venant de l'intérieur. Il est aussi plus difficile d'y accéder depuis la surface. Les différents niveaux offrent une protection supplémentaire. Si une partie est peu découverte, il est encore possible de fermer l'accès à la suivante. Tous les tunnels n'ont pas non plus été construits en même temps. Cela a commencé comme un refuge plus petit à l'époque sassanide. Au fur et à mesure de son utilisation, de nouvelles pièces, des passages et des dispositifs défensifs ont été ajoutés. Ainsi, Nusiabad s'est agrandi non pas parce que les gens se préparaient à une grande catastrophe, mais parce qu'ils avaient continuellement besoin du même type de protection. Quand l'espace venait à manquer, ils l'agrandissaient. Lorsqu'un tunnel devenait facile à pénétrer, ils modifiaient le passage. Lorsqu'une nouvelle maison était construite à la surface, il était possible de créer une nouvelle entrée en dessous. Au fil de nombreuses générations, l'ensemble du système est devenu plus vaste et plus complexe. L'endroit n'a pas non plus été conçu pour y vivre en permanence. Il y a de l'eau, de l'air, une zone de stockage et un espace pour dormir temporairement. Mais il n'y a pas assez de lumière, d'espace, de nourriture et de sanitaire pour une vie normale pendant plusieurs mois ou années. L'abri souterrain est destiné aux situations d'urgence. Lorsque l'ennemi arrive, les résidents entrent à l'intérieur. Quand les environs sont sûrs, ils remontent à la surface. Ils continuent d'y cultiver, d'élever des animaux, de commercer et de vivre avec leur famille. Nusiabad n'est pas un substitut à la ville de surface. C'est une partie cachée de la ville qui n'est utilisée qu'en cas de besoin. Actuellement, une partie du complexe souterrain a été ouverte aux visiteurs, mais l'accès est limité car les études et la protection du site se poursuivent. Il n'est pas facile de préserver une structure ancienne située sous une communauté moderne. L'augmentation du nombre de visiteurs peut ajouter de l'humidité et du dioxyde de carbone dans les pièces. Les parties molles du sol peuvent également être endommagées lorsqu'elles sont touchées ou piétinées. Il est également nécessaire de surveiller la construction au-dessus. Les bâtiments lourds, les tuyaux, le drainage et les excavations peuvent affecter les anciens tunnels qui n'ont pas encore été découverts. Ainsi, le travail des chercheurs ne se limite pas à l'excavation. Ils doivent également cartographier les passages, renforcer les parties fragiles et s'assurer de la sécurité des personnes vivant au-dessus. À chaque nouveau tunnel découvert, nous en apprenons davantage sur les personnes qui les ont construits. Ce n'étaient pas des rois ni des généraux célèbres. La plupart d'entre eux étaient des habitants ordinaires, des agriculteurs, des artisans, des commerçants et des parents qui voulaient protéger leur famille. Ils n'avaient ni ordinateur moderne, ni perceuse électrique, ni grande machine de construction. Ils utilisèrent des outils simples et leur propre force pour creuser sous leur maison. Ils ne pouvaient pas contrôler les armées qui arrivaient dans leur région. Mais ils pouvaient contrôler s'ils allaient être vus par l'ennemi. C'est ce qui rend Nusiabad unique. Elle n'a pas vaincu les envahisseurs lors d'une grande bataille. Elle a supprimé la cible même de l'attaque. En surface, on pouvait prendre les maisons, les cultures et les biens. Mais sous terre, la communauté restait vivante, capable de revenir et de recommencer. Aujourd'hui, les tunnels sont à nouveau silencieux. Il n'y a plus de familles cachées dans les pièces sombres. Il n'y a plus de gardes attendant dans les passages étroits. Mais les traces de milliers d'heures de vie restent gravées sur les murs. Chaque escalier, chaque trou et chaque tournant a été façonné par des gens qui refusaient de céder face au danger. Et c'est là la véritable valeur de Nusiabad. Ce n'est pas la preuve d'une civilisation avancée disparue. C'est la preuve d'une communauté qui a trouvé un moyen de survivre. Pas en ayant une armée plus grande, mais en construisant toute une ville capable de disparaître sous terre.